rien que pour vous. Bel été, bonnes vacances et à bientôt sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Christophe Lemaitre déclare forfait pour le 200 mètres du meeting de Stockholm qui débute aujourd'hui. Le Savoyard ne s'est pas remis d'une blessure au fessier. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Lemaitre dans la perspective des mondiaux de Pékin qui approchent à grands pas. Et puis nous irons au parc Paul Mistral de Grenoble et particulièrement à la Bobine qui propose tout l'été des apéros-spectacles. Alors il y a de tout, de la musique, du théâtre mais aussi du cirque. C'était le cas hier soir, un spectacle étonnant et décalé proposé par 6 copains venus des Pays-Bas. Mais d'abord, un point sur les éleveurs qui restent toujours mobilisés. Chez nous, en Isère, une trentaine de producteurs laitiers et viande bovine se sont invités ce matin dans plusieurs grands magasins spécialisés qui vendent notamment pour la restauration, comme ici à Nivola-Vermel. Il y a aussi eu des actions à Grenoble et Salles-sur-Sanne. Objectif, contrôler l'origine des produits et pointer du doigt parfois l'absence de produits locaux. Je vous propose d'écouter l'interview recueillie par Jean-Christophe Pain et Didier Alban. Aujourd'hui, on était là pour la viande, mais on regarde aussi l'approvisionnement de tous les produits français. Des haricots, des pois gourmands. On en produit en France, on en produit pas mal. Origine Kenya, origine Zimbabwe. Donc c'est ça qu'on vient dénoncer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en produit des Français. On produit français, de bonne qualité. On respecte les normes qu'on nous impose. Et après, ce qu'on nous remercie, c'est qu'on fait venir des produits étrangers pour nous remercier de tous les efforts qu'on fait. Un homme d'une cinquantaine d'années a été grièvement blessé à l'arme blanche hier à Vinay, en Isère. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est son fils âgé d'une vingtaine d'années qui lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Ce dernier aurait ensuite tenté d'étrangler sa mère. Le jeune homme suspecté d'être l'auteur des faits a été interpellé. Ce sont en fait 400 000 mètres cubes de roches qui sont tombés de la falaise surplombant le lac du Chambon en Isère. Il reste désormais 200 000 mètres cubes de roches instables. La situation s'est donc améliorée pour la préfecture qui a décidé d'autoriser la réouverture des chemins de randonnée donnant l'accès au GR50 et GR54. En revanche, il est toujours interdit de naviguer sur le lac ou pêcher. Les travaux entrepris sur l'autre rive pour construire une route de secours se poursuivent. On poursuit avec ces images tournées ce matin à Grenoble, les images du camp Esmonin vide. Et ce, un jour après l'évacuation de ce bidonville dans lequel vivaient 400 personnes, essentiellement des Roms. Ils étaient 150 au moment de l'évacuation qui s'est déroulée dans le calme. Le camp situé au bord d'une route a été complètement rasé et nettoyé sous l'œil des riverains soulagés. Mais la question du relogement des familles se pose toujours. Je vous propose d'écouter justement l'interview d'un riverain recueilli par Jean-Christophe Solary et Yves-Marie Glou. Quand on passait en voiture, ils étaient tous au milieu, campés au milieu, même le soir. C'est pas du boulot. Les gosses, ils se promenaient à droite, à gauche. Et là, hier, je suis passé, là, il y avait des rats qui se baladaient là, juste sur la contre-allée. Et ça, c'est pas normal. Hein. Il y a une histoire de propreté quand même. Parce que là, il n'y avait rien, là. C'était vraiment un bidonville. Hein. Vous pensez que la question est résolue ou pas? Oh, je pense pas, non. Ah non, parce que ça, on déplace le problème ailleurs, c'est tout, hein, mais ça ne change rien là. Et cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Hier, une vingtaine de personnes a été évacuée d'un squat à Ville-Lagrand en Haute-Savoie. Ces familles d'origine roumaine notamment occupaient plusieurs appartements et vivaient dans des conditions insalubres depuis de nombreuses années. Je vous le disais en titre, c'est un coup dur pour Christophe Lemaitre. Le Savoyard déclare forfait pour le 200 mètres du meeting de Stockholm qui débute aujourd'hui et ce en raison d'une blessure. Alors objectif désormais se rétablir en vue des mondiaux de Pékin qui débutent fin août. Françoise Gay, Jean-Pierre Rivet. Normalement, il aurait dû s'aligner sur le 200 mètres de la Ligue de Diamant ce jeudi à Stockholm. Mais aujourd'hui, il est toujours chez lui, à Aix-les-Bains. L'exercice, c'est vraiment de la rééducation pour éviter la récidive. Récidive, car sa blessure au fessier gauche lui joue de mauvais tours. Apparue pour la première fois lors de l'échauffement de l'Euro le 21 juin dernier, elle lui a déjà fait manquer les rendez-vous de Paris et de Londres. Une blessure pourtant inhabituelle chez un sprinter. Le muscle fessier est un muscle très résistant, donc on ne s'attend pas à ce que ça soit un muscle qui craque, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez inhabituel. Ouais. Ponctuellement, la douleur disparaît. Et le 12 juillet, lors du championnat de France, le jeune Haut-Savoyard décroche le titre du 200 mètres. Mais louper 3 compétitions à un mois des mondiaux de Pékin, dur quand on vise la plus haute marche du podium.
La compétition commence à me manquer un peu, donc forcément j'avais envie de courir pour retrouver la compétition, me remettre dedans, me remettre dans le bain et pas rester ici à faire de la rééducation à cause d'une blessure. Donc c'est ça que la compétition, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait l'envie d'aller aux entraînements, de nous entraîner si dur, c'est pour pouvoir courir aux compétitions et surtout d'être performant. Prenant son mal en patience, le jeune sprinter enchaîne donc repos, rééducation et entraînement sous vigilance. Quant au mental, ouais, le mental reste au bon. Je sais très bien que après 2 semaines de blessure, j'ai réussi à faire le minima pour le championnat du monde. Donc je suis confiant et je pense que ça peut quand même aller vite lors de ces championnats. Les mondiaux de Pékin débutent le 22 août. C'est le grand objectif de la saison à ne pas rater. Musique, théâtre de rue, danse, tout l'été la Bobine invite le public au parc Paul Mistral à Grenoble pour ses apéros spectacles. Alors hier soir, c'était une jeune compagnie de cirque qui a proposé un spectacle rafraîchissant dans lequel l'humour fait corps avec la technique. Damien Borelli, Yves Mareglo. Ils sont 6 copains issus de l'école de cirque de Tilburg aux Pays-Bas. Portés par une même passion du jeu, ils ont créé leur compagnie B-Side. Trax, leur dernier spectacle, est une succession de petites histoires, un joyeux équilibre entre numéros d'adresse et clownerie décalée, avec un dénominateur commun. C'est le rire. Pas le clown, mais on aime bien de faire rire les gens, de donner un sourire de plus quand les gens sortent que quand ils sont arrivés. Trax fait partie des apéros-spectacles concoctés tout l'été par l'équipe de la Bobine au parc Mistral, un cocktail frais et éclectique offert au public. C'est sur tout juillet et tout août. Et dans les apéros-spectacles, on a des concerts, des spectacles comme on a pu voir ce soir, du cirque, du théâtre, il y a eu de la danse, il y a des clowns, c'est vraiment ouvert à tout en fait. Acrobatie déjantée, éclat de rire aérien, voltige burlesque. À chaque jonglerie, la troupe des B-Side met le spectateur dans sa poche. Ça en met plein les yeux et en même temps ils sont sympathiques, il y a de l'humour, il y a du spectacle. Atypique, parfait quoi. Drôle, original. Ah, je suis toute retournée, je suis vraiment émue, c'est magnifique. Oui, comme vous faites là. Oui, oui, très très beau. C'est quoi ma tête et... Magnifique. Eh oui, une tête magnifique. Pour les B-Side, cette complicité avec le public est encore plus magique lorsqu'elle se produit en plein air. On est vraiment en contact direct. En théâtre, il y a vraiment comme un mur un peu. Et là, en contact direct, c'est intéressant. Ouais. Puis on peut parler avec les gens après, avoir des retours directement. Voilà. En un peu moins d'une heure, les joyeux saltimbanques nous en ont mis plein les mirettes avec cette virée poétique et facétieuse. La Bobine vous sert son prochain apéro-spectacle demain soir avec Lucas Rocher, un chanteur malicieux et plein de second degré, tiens, comme la troupe des B-Side. 4e épisode de notre série de l'été, on s'intéresse aux nouvelles tendances de la randonnée. Et parmi ces tendances, il y a l'envie d'aventure et de confort. Alors les agences spécialisées s'adaptent et proposent des services personnalisés. Nous verrons aussi que des applications mobiles existent pour marcher tout en se cultivant. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran, Mélanie Ducré. L'histoire commence d'abord au sud du mont Tabor, dans la charmante vallée étroite, la Valle Stretta. Il y a quelques années encore, Patrick, Nicole portaient tout dans le sac à dos de la poêle au réchaud. Mais cet été, ils ont choisi la formule Rando Liberté. Voyage en liberté. Alors voilà le fameux, comment on appelle ça? Un roadbook. Un roadbook. L'agence Alibert réserve pour eux les refuges, fait porter les bagages, leur fournit le précieux roadbook. De Chamonix à Briançon, 9 jours de rando rien qu'entre amis pour 800 € par personne. Les refuges, c'est les mêmes, mais c'est surtout de ne pas avoir à porter 15 kilos sur le dos. Ce qui est à notre âge n'est pas très recommandé et surtout plus confortable. Les randonneurs veulent désormais tout à la fois, liberté et sécurité, aventure et confort.
Les agences s'adaptent en proposant une assistance logistique personnalisée. Chez Alibert, la Rando Liberté s'avère un second marché en pleine croissance. Depuis des années, toutes les entreprises, toutes les agences de trekking, tous les accompagnateurs regroupés en petites agences essayent de s'accaparer un petit peu ce marché nouveau. C'est une nouvelle tendance. Aujourd'hui, les randonneurs ne se contentent plus de marcher d'un refuge à l'autre. Ils cherchent du sens, du contenu. Ils veulent comprendre le paysage qu'ils traversent. Pour répondre à cette attente, les parcs nationaux mettent en place une application mobile, le GeoTrek. La chapelle Sainte-Marguerite, donc qui est une chapelle du XVe siècle, voilà, qui était faite en fait pour protéger un peu les habitants des risques qu'ils avaient, parce qu'ici on est donc dans un petit hameau d'alpage qui servait énormément, donc on a des granges et des chalets qui sont assez magnifiques sur la gauche là-bas, ouais, avec des toits en lauze vraiment traditionnels. Tiens, vas-y. Magnifique. On voit à partir du site Rando Vanoise que Marguerite, elle était une sainte qui au IIIe siècle se délivra d'un dragon qu'elle transperça en plein cœur et elle devient la sainte protectrice des femmes enceintes. S'adresser à l'imaginaire, cultiver l'émotion. C'est désormais le mot d'ordre de l'association Grande Traversée des Alpes. Elle a mené plusieurs études sur les attentes des randonneurs. L'objectif d'une itinérance, c'est pas d'arriver. Le plaisir, c'est le chemin. C'est justement un voyage au long cours qui fait tout le plaisir de cette itinérance. Marcher, c'est prendre le temps de penser, de rencontrer des personnes qui nous racontent des histoires, le genre d'histoire qui fait rêver. Demain, sur l'alpage de Roseland, nous donnerons la parole à ceux qui vivent dans la montagne et qui la font vivre, les paysans des cimes. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition des initiatives. Et pour commencer, on va dans le Nord-Pas-de-Calais pour découvrir un concours de photos plutôt original. Fais pas trop gros saut, ça sert à rien. Demandez aux habitants du Dunkerquois de se photographier dans leur lieu préféré. Lorsque Grégory a entendu parler de ce concours, il a immédiatement pensé à ses jeux d'enfance dans les dunes. Je profitais de l'occasion d'être avec mon petit garçon pour faire ce type de saut là, parce que même moi quand j'étais gamin je faisais ça quoi. Et donc effectivement ça rappelle de bons souvenirs d'enfance. Je trouve ça super de pouvoir déjà promouvoir notre ville qui est une ville magnifique et puis c'est l'occasion de faire partager les bons moments que nous on vit dans Dunkerque. Résultat, cette photo, prise il y a un mois, est désormais soumise au vote des internautes. Cliquez sur cette photo. À gagner des week-ends, des entrées au musée, des invitations au restaurant, l'objectif est de donner une nouvelle image du Dunkerquois. C'est pas l'institution qui vient dire venez chez nous parce qu'on est les plus beaux et les plus forts. Plus personne ne croit à ça. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont choisi de venir passer leurs vacances ici ou ceux qui y vivent, qui vont donner, si vous voulez, leur vision de Dunkerque l'été. À Douai, l'ambassadeur, c'est lui, Gaillan le géant de la ville, mais version de poche. L'office de tourisme en a imprimé 3000 et le stock est quasiment épuisé. On a décidé cette année de proposer aux Douaisiens de partir avec ce petit marque-page, de l'emmener en vacances avec eux et de nous poster différentes cartes postales de leurs vacances avec Monsieur Gaillan. C'est un vrai phénomène au final. Les photos de Gaillan, de par le monde, seront mises en ligne sur le site de la ville tout au long de l'été. On part dans le Jura à présent, où Camille et son tricycle changent l'image que l'on peut avoir d'un office du tourisme. Les vacanciers n'ont plus besoin de se déplacer, une charmante hôtesse va à leur rencontre. Château-Chalon, l'un des plus beaux villages du vignoble du Jura. Tous les matins, le tricycle de Camille sillonne ruelles et belvédères à la rencontre des touristes. Vous venez de Water là? Vous êtes monté? Oui. Ouais. Oui, voilà. Donc la rue par laquelle vous êtes venu, c'est la rue Saint-Jean. Là, on a pas mal de caveaux qui sont ouverts à la dégustation et puis voilà pour déguster et acheter éventuellement. C'est sympa, le petit vélo là avec sa petite remorque, c'est vraiment très original. C'est une bonne idée. Et pour ceux qui n'osent pas se rendre à l'office de tourisme, c'est l'office de tourisme qui se rend à eux. C'est assez marrant.
Sympa et une première dans le Jura, car ici comme ailleurs, les vacanciers poussent de moins en moins les portes des offices du tourisme. Aujourd'hui, la majorité des gens réservent leur séjour en amont sur Internet, préparent tout leur séjour. Donc c'est vrai que quand ils arrivent, ils savent déjà souvent ce qu'ils vont faire. Donc pour nous aujourd'hui, l'intérêt c'est d'aller à leur rencontre, donc sur le terrain, dans les rues, sur les sites phares, et puis de faire en sorte qu'ils soient accueillis correctement, qu'ils aient toutes les informations nécessaires. Have you visited the school? In English ou en français, depuis début juillet, Camille et son vélo ne s'ennuient pas. La semaine dernière, on a fait des journées avec 54 personnes en 2 heures. Pas mal, 3 journées je crois, donc on était contents. Le vélo à Château-Chalon, c'est facile ou les mollets travaillent aussi? Les mollets travaillent, heureusement qu'il est électrique avec 5 niveaux d'aide parce que les côtes, sinon ce serait pas possible. L'été prochain, les coteaux du Jura envisagent de renouveler l'opération avec un tricycle ou un autre moyen de locomotion. Au revoir, bonnes vacances. Enfin, suivez le guide, ou plutôt Guido, nom du petit robot qui assure le spectacle et la visite au musée d'art contemporain du Luxembourg. Ce drôle de petit engin interactif créé par des étudiants de Nancy en association avec un artiste à la langue bien pendue. Je vous présente mon cousin Smartbot. Arrête ton cirque une seconde tu veux. Mais t'es complètement taré. Gogol. Débile. Stupide. Le robot Guido n'a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, il n'a pas de langue et pas de poche non plus. Mais il a plus d'un tour dans son sac. Je vais vous placer un stylo dans ma main ouverte et me tapoter la tête quand vous êtes prêts. En fait, Guido est une œuvre d'art interactive. Voilà, il est à moi. Un robot espiègle imaginé par un artiste, Paul Grandjean, et des étudiants d'Artem. En coulisses, les étudiants ont travaillé à des scénarios, autant dire un travail de longue haleine, puisque chaque jour, il faut améliorer les réponses du robot face à de nouvelles situations. L'objectif de Guido, c'est qu'il soit complètement autonome, si j'ose dire, même s'il y a encore un grand bas jusqu'à ce niveau-là. On réussit, sur de petits parcours, à obtenir des comportements tout à fait corrects. Le problème, c'est la précision du robot. C'est extrêmement difficile de connaître la position en permanence du robot. Chaque soir, les 2 étudiants de l'école des mines de Nancy descendent à leur labo pour programmer les nouvelles réactions de Guido et ce jour-là, faire un point avec l'enseignant et l'artiste. C'est intéressant de mener des expériences comme ça, un peu originales, dans lesquelles on va provoquer des réactions de surprise chez les humains. Au travers de mon art, j'essaie de pousser les gens à réfléchir un petit peu, comme par exemple, quelle est notre relation aux machines qui sont en train de devenir de plus en plus intelligentes et comment est-ce que cette relation change et change notre rapport au monde et notre rapport aussi à notre mortalité, à notre humanité, on va dire. À la fin de l'été, le robot aura fait l'apprentissage de multiples situations et aura appris à mieux quadriller l'espace du musée. Les étudiants, eux, auront travaillé leur capacité de programmation. Guido, un outil pédagogique ludique, mais qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mes trêves de rigolade, je suis curieux de savoir combien d'entre vous seraient prêts à voir leur corps augmenté par des prothèses robotiques. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Les éleveurs restent toujours mobilisés. Chez nous, en Isère, une trentaine de producteurs laitiers et viande bovine se sont invités ce matin dans plusieurs grands magasins spécialisés qui vendent notamment pour la restauration, comme ici à Nivola-Vermel. Il y a aussi eu des actions à Grenoble et à Salais-sur-Sanne. Objectif, contrôler l'origine des produits et pointer du doigt parfois l'absence de produits locaux. À noter que les actions se poursuivent. Les agriculteurs se dirigent actuellement vers Roche-Thoirin. C'est toujours dans le Nord-Isère. Et ce soir, nous recevrons justement un des porte-parole des agriculteurs isérois dans notre journal à 19h. Et c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouve donc ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi.